Howard Becker, Les mondes de l'art. Sociologue parmi les plus connus des chercheurs américains, mais aussi pianiste de jazz, son intime vocation, confie-t-il volontiers photographe. Howard Becker est l'une des figures dominantes de l'interactionnisme symbolique, un courant de recherche qui plonge ses racines dans l'une des traditions les plus anciennes de la science sociale américaine, l'école de Chicago. Il est aussi le premier dans ce courant à avoir accordé autant de place à l'art. Si les travaux qui l'ont fait connaître et ont établi sa réputation ont d'abord concerné la déviance, le système éducatif et les professions de l'enseignement, Becker a renoué à partir des années 1970, avec le terrain de l'art auquel il avait consacré sa toute première enquête, quand, se partageant entre son apprentissage de la sociologie et son activité de pianiste dans les bars et des orchestres de danse de Chicago, il avait étudié le travail et la carrière des musiciens de danse et de jazz. Paru en 1982 et augmenté en 1986 par l'auteur pour la présente publication en langue française, Les mondes de l'art a été préparé et écrit au long de la décennie où les recherches sociologiques sur l'art se sont multipliées aux États-Unis. Le succès et l'influence très ample de l'ouvrage symbolisent en quelque sorte l'essor d'un domaine de recherche auquel Becker, par ses travaux et son enseignement, a très largement contribué depuis 15 ans. Cet essor n'aurait pas été possible dans un pays où la tradition européenne de la sociologie et de l'histoire sociale des arts n'avait pas d'équivalent jusqu'alors, si les chercheurs n'avaient pas su démontrer, intentionnellement ou par un pragmatisme qui dictait la virginité du champ de recherche, que l'art peut être analysé dans les mêmes termes et avec les mêmes outils méthodologiques que n'importe quel autre domaine d'activité. Ce paradoxe d'allure provocatrice mérite quelques explications. L'objet du livre est de montrer comment, dans tous les arts, la production, la diffusion, la consommation, l'homologation esthétique et l'évaluation des œuvres mobilisent des acteurs sociaux appelés à coopérer selon un certain nombre de procédures conventionnelles au sein de réseaux dénommés par Becker « monde de l'art ». Comme l'auteur l'indique, notamment dans sa préface et sa conclusion, l'interprétation est nourrie de toute la tradition des recherches interactionnistes sur le travail, les professions et les organisations. C'est ce qui, dans le courant multiforme de l'école de Chicago, le rattache notamment à l'œuvre d'Everett Hughes. L'horizon théorique plus large où il doit être replacé est celui de la théorie interactionniste de l'action collective, dont Herbert Blumer a énoncé les principes dans la ligne des analyses de George Herbert Mead. Outre qu'il explore un domaine neuf de la sociologie américaine, le livre doit beaucoup de son originalité à la combinaison de ses influences et aux réélaborations conceptuelles qu'elle permet. Becker n'évoque que brièvement la pensée critique de son travail, tant il s'écarte de la tradition la plus solidement constituée qui, en Europe et jusque dans les années 1950, a fait de la sociologie de l'art une spécialité marginale en sociologie, essentiellement héritière de l'esthétique philosophique et du marxisme, et un pôle dans la constitution alors mobilisatrice en sciences humaines d'une science matérialiste des œuvres plutôt qu'un terrain de recherche empirique et cumulative. Cette tradition est centrée sur l'étude des relations entre la structure sociale, avec ses divisions internes en classes et ses rapports conflictuels de domination, et les contenus et transformations de la création artistique. Les principaux progrès de l'analyse ont été dus à deux évolutions. D'une part, la mise en relation des forces sociales et des contenus artistiques a été conçue progressivement selon des schémas de détermination causale plus complexes, révoquant les courts-circuits de la théorie du reflet, et elle a substitué à la considération thématique des contenus l'analyse des structures formelles des œuvres, établissant entre celles-ci et les structures sociales des rapports d'homologie. Enjeu et symbole de ce mouvement d'analyse, la caractérisation des relations de l'art et des contextes sociaux de sa production dans le vocabulaire, aussi commode que malaisé à préciser, de l'autonomie relative. D'autre part, l'artiste, qui n'avait que l'identité sociale d'un représentant d'une classe, d'une fraction de classe sociale, de ses intérêts et de son idéologie, a été réinstallé par la sociologie dans son champ d'activité,
parmi ses pairs et concurrents et dans le système des institutions et des agents qui médiatisent le rapport des créateurs au marché et celui du public aux œuvres. Mais en référant d'abord le comportement des acteurs aux dispositions qui leur viennent de leur situation de classe, par leurs origines et leur trajectoire individuelle, ce type d'analyse sociologique n'appréhende les liens interindividuels que dans la logique des rapports objectifs de force et de domination. Les alliances et les coopérations y sont surtout conçues comme l'expression d'affinités entre des agents occupant des positions homologues dans leurs champs respectifs d'activité. L'approche proposée dans les mondes de l'art est, elle, centrée sur la dynamique des relations interindividuelles et ses dimensions matérielles et cognitives. À quelques exceptions près, l'identité sociale de ceux qui prennent part à la production et à la consommation artistique n'est pas spécifiée autrement que par la nature de leur engagement dans le réseau de coopération et de leur contribution à l'action collective qui fait l'œuvre d'art. La limite ainsi fixée à l'analyse peut être comprise comme un parti de méthode. La recherche sur les arts n'a-t-elle pas progressé quand elle a renoncé à tout expliquer d'un art sans jamais le connaître assez et qu'elle a récusé les schémas de causalité simples et déterministes? Mais le choix fait par Becker a aussi des motifs qui rejoignent les principes théoriques de l'interactionnisme symbolique. Pour présenter la position méthodologique de ce courant de recherche, Bleumer résumait ainsi les 4 conceptions centrales. 1. Les gens, individuellement et collectivement, se disposent à agir sur la base des significations des objets que comprend leur monde. 2. L'association des gens prend nécessairement la forme d'un processus dans lequel ils s'adressent mutuellement des indications et les interprètent. 3. Les actes sociaux, qu'ils soient individuels ou collectifs, sont construits selon un processus dans lequel les acteurs notent, interprètent et évaluent les situations auxquelles ils font face. 4. Les relations et enchaînements complexes d'actes dont sont faits les organisations, les institutions, la division du travail et les réseaux d'interdépendance sont choses mouvantes et non statiques. Commentant la deuxième de ces propositions, Bleumer se sépare des approches sociologiques ou psychologiques traitant essentiellement l'interaction sociale comme le champ, aréna, où s'expriment les facteurs qui déterminent le comportement et l'action des individus. Il souligne que l'interaction est aussi un processus formateur où les individus orientent, contrôlent, infléchissent et modifient chacun leur ligne d'action à la lumière de ce qu'ils montrent, de ce qu'ils trouvent dans les actions d'autrui. Ce parti interprétatif se retrouve dans l'élaboration par Becker des principaux concepts de l'ouvrage. Dans la gamme des métaphores par lesquelles les théories sociologiques caractérisent l'espace social et la configuration des rapports sociaux, celle de monde appartient à la tradition interactionniste, en ce qu'elle caractérise en des termes relativistes et non déterministes les formes d'action collective par leur plasticité et leur perméabilité au changement. Elle vaut paradoxalement par le pragmatisme auquel son caractère englobant contraint le chercheur qui en a fait usage, comme le souligne Becker dans sa conclusion. Si un monde social est défini comme un réseau d'acteurs coopérant dans l'accomplissement d'activités spécifiques, le chercheur est tenu d'identifier qui agit avec qui pour produire quoi, selon quel degré de régularité et sur la base de quelles conventions. Ainsi approchées, les activités coopératives peuvent être échelonnées sur un axe, depuis les plus routinières, formellement organisées et strictement répétées, jusqu'aux plus instables, rapidement changeantes. L'une des conséquences de ce mode d'analyse est de renoncer à la valeur opératoire des descriptions qui établissent des distinctions strictes et des classifications étanches. On ne trouvera ainsi guère de typologie dans l'ouvrage. La seule réelle exception confirme encore l'intention, puisque pour identifier les divers types d'artistes, Becker, dans le 8e chapitre, ne recourt pas aux oppositions socio-économiques ou psychologiques traditionnelles entre amateurs et professionnels, mais construit une distinction selon le degré d'intégration au monde de l'art. Le livre développe en réalité, et dans la ligne de la théorie de l'étiquetage à laquelle Becker a attaché son nom, toute une réflexion sur la façon dont les acteurs s'accordent ou s'affrontent pour inventer des catégories et des classements et tracer des frontières, notamment entre art et non-art, dès lors qu'ils sont interprétés comme autant de processus mobilisant des acteurs. Les faits, les valeurs et les significations qui en résultent peuvent changer graduellement ou radicalement, comme se modifient les réseaux qui les ont produits.
Les concepts de coordination et de coopération sont omniprésents dans l'interprétation beckerienne. Pourtant, rien ne serait plus faux que de faire de l'interactionnisme une sociologie irénique. Il s'apparente plutôt sur ce point à la théorie des jeux qui dispose des situations sur un continuum, depuis les rapports de pur conflit jusqu'à ceux de pure coordination, en passant par les divers, car intermédiaires entre concurrence et collaboration. Si la coopération entre les acteurs est au centre de l'analyse, c'est qu'à la différence des situations strictement conflictuelles, les diverses catégories de participants ont au moins un intérêt, un but commun, celui de faire exister le type d'art concerné. Les cas où les divers intérêts des participants coïncident imparfaitement et où la coordination est problématique sont légion. Les exemples que donne Becker concernent tous les maillons de la chaîne. Les arts du spectacle fournissent le répertoire le plus varié d'illustrations. Le nombre et la diversité des collaborations à des créations par essence collective accroissent par eux-mêmes les risques et les occasions de conflit, mais sont évoquées aussi, par exemple, les divergences d'intérêts entre les grands fabricants de matériel photographique qui privilégient les impératifs de standardisation dictés par le marché de masse et les photographes d'art, entre les entrepreneurs des industries culturelles qui cherchent à imposer un rythme et des normes de production stables et les créateurs jaloux de leur autonomie et de leur originalité, ou entre les publics profanes, peu enclins à adhérer aux expérimentations artistiques aventureuses, et les artistes qui se soucient d'abord de convaincre leur part de leur talent, leur père de leur talent. Dans tous les cas, à la différence des interprétations critiques qui, dans la ligne de celle de l'école de Francfort, conçoivent les relations entre les intermédiaires du marché et les artistes comme de pures situations de dépendance, d'exploitation et d'aliénation pour les seconds. Becker rappelle que la dépendance n'est pas concevable hors d'un cadre d'interdépendance, ne serait-ce qu'en raison des incertitudes qu'affronte tout entrepreneur artistique et des solutions de substitution que peut choisir l'artiste. De même, dans la mesure où le livre ne se compose pas d'une série de monographies sur chacune des catégories d'acteurs d'un monde de l'art, l'évocation des luttes internes à chaque catégorie agit surtout comme un révélateur de la dynamique de l'action collective. Si par exemple une révolution artistique peut bouleverser la hiérarchie des pouvoirs et des réputations propres au milieu artistique concerné, l'analyse beckerienne insiste d'abord sur le processus de mobilisation grâce auquel les innovateurs attirent tous ceux dont la nouvelle activité exige la coopération pour s'imposer durablement. Remarquons ici que les concepts de coopération ou d'interaction seraient mal interprétés s'il laissait supposer que les situations décrites ne sont que des rencontres en face à face, à la manière de celles que, dans une autre perspective, Goffman a si finement analysées. Si les partenaires les plus apparents sont ceux avec qui l'artiste doit compter directement pour que l'œuvre existe ici et maintenant, le projet de l'artiste s'établit tout aussi nécessairement dans une histoire et un horizon de référence. L'artiste dialogue avec une tradition, se distingue d'autres artistes, se construit un public plus ou moins imaginaire, anticipe certaines des conditions qui déterminent la carrière de son œuvre. La vie de l'œuvre dépend aussi d'autres acteurs agissant dans un temps différent de celui de l'auteur. Dans une analyse centrée sur la chaîne des relations interindividuelles et sur les mécanismes d'ajustement des comportements qui fondent l'action collective, c'est le mouvement, le changement qui est le principe d'explication, et ce sont la stabilité et la régularité des pratiques, l'inertie des habitudes, la pérennité des institutions qui sont à expliquer. Voilà pourquoi l'interprétation du changement artistique repose paradoxalement sur la notion de convention. L'originalité de l'emploi que reçoit ce concept tient à la façon dont Becker fait varier son extension et sa compréhension. L'interprétation élaborée à partir de l'axiomatique de la théorie des jeux indique que les récurrences constamment observées dans les activités collectives et les règles et normes dont elles peuvent procéder doivent toujours être conçues comme des formes stabilisées d'arrangement entre les acteurs sociaux. La dimension intersubjective de l'accord produisant la convention et entretenant silencieusement son efficacité nous conduit à la notion parente de culture, telle que la définissent Hugues et l'anthropologue Redfield. Elle désigne la communauté d'expériences et de pratiques propres à un groupe social qui s'incarne
dans des comportements habituels et des conceptions conventionnelles, partagées par tous. Dans ces spécifications techniques, le concept désigne enfin les techniques et règles de création propres à chaque discipline artistique et les codes de la perception esthétique. C'est grâce à cette palette de significations que peuvent être apparentées les pratiques et les objets, les perceptions, les significations et les connaissances où s'incarnent les conventions. Alors que la connotation traditionnelle de la notion de convention en esthétique évoque l'inertie et le conservatisme, l'analyse sociologique montre que c'est par la médiation des conventions que s'opère l'oscillation entre l'inertie et le changement dans l'art. Nulle révolution artistique n'abolit toutes les conventions du monde où elle prend place. C'est même en s'appuyant sur certaines d'entre elles que ces auteurs peuvent mobiliser les personnels nécessaires pour triompher et s'établir. On voit au passage d'où viennent les défaillances des interprétations qui s'étonnent ou se désespèrent de la récupération d'une innovation radicale. Nulle convention n'est non plus totalement figée. Le pouvoir des conventions est ambivalent. Plus la coopération requise dans un monde de l'art est complexe, plus les conventions sont nécessaires, mais aussi contraignantes, comme le révèlent les comparaisons entre les arts. On touche ici à un problème central de la recherche sur les arts dans les sciences sociales. Comment expliquer que le rythme et l'ampleur des innovations esthétiques diffèrent profondément selon les arts, même si dans certaines périodes, une synchronisation paraît s'établir à la faveur d'échanges et d'alliances tissés notamment par la diffusion des idéologies de l'avant-gardisme. Les théories sociologiques qui interprètent l'évolution moderne de la création artistique savante comme un processus d'autonomisation croissante s'inspirent des thèses weberiennes sur la différenciation et la rationalisation des sphères d'activité humaine, mais aussi de la vision qu'ont proposée les avant-gardes du progrès en art. Elle se fonde sur trois postulats dont l'évidence peut être discutée. L'évolution des arts est rectiligne et cumulative. Elle est construite sur la divergence entre production savante et production populaire. Elle prévaut dans tous les arts qui ont une longue tradition. On trouvera dans les mondes de l'art des éléments pour une approche sensiblement différente. Et par exemple, dans le 9e chapitre, une analyse de l'évolution des rapports entre art et artisanat comme un mouvement oscillant.